Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, l'heure de Soir Info Week-end, 2 heures d'information et de débat, décryptage de l'actualité marqué évidemment par cette campagne présidentielle qui commence à vraiment prendre forme avec le casting presque au complet. 2 meetings aujourd'hui, Valérie Pécresse d'un côté, Yannick Jadot de l'autre et un déplacement que l'on va commenter aussi, celui d'Éric Zemmour accompagné de Philippe de Villiers en Arménie. On retrouvera dans quelques secondes Gauthier Lebret qui se trouve sur place à Yerevan. Nous sommes accompagnés ce soir de Patrice Arditi, journaliste. Bonsoir Patrice, merci d'être avec nous. Luc Gras, politologue. Merci beaucoup d'être à la table de Soir Info Week-end. Philippe David, animateur des Vraies Voix sur Sud Radio. Bonsoir Philippe David. Et William Tepp, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être avec nous. On va retrouver Gauthier Lebret dans quelques instants en Arménie. Il va tout nous expliquer sur ce déplacement d'Éric Zemmour en Arménie. Restez bien avec nous Gauthier, on vous retrouve dans quelques secondes après le rappel des titres. Et c'est avec vous Kinson. Bonsoir Kin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité, pas de victimes mais des dégâts très importants. L'état de catastrophe naturelle va être décrété ce jeudi dans le sud-ouest de la France. Les réparations ont commencé après les inondations, mais sous haute surveillance à cause des risques d'éboulement. La décrue pourrait prendre plusieurs jours. 4 départements sont en vigilance orange. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place. Nous pouvons considérer que les choses vont redevenir peu à peu à la normale. Il y a eu 400 personnes qui, dans ce département, par exemple, ont été impactées, ont déménagé évidemment. Les alertes ont été faites dès hier et je remercie les communes et les pompiers et les gendarmes d'avoir fait proactif, d'aller voir les personnes. Et nous allons convoquer jeudi prochain l'état de catastrophe naturelle avec la ministre de Transition écologique pour que dès vendredi, les assureurs puissent faire leur rôle d'assureur et pouvoir accompagner les communes, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes qui ont été touchées, comme je l'ai vu à Bayonne, comme je le vois ici, par ces inondations. Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. Que s'est-il passé la nuit dernière aux États-Unis? Plusieurs tornades ont traversé le pays, au moins 70 morts. Le bilan est provisoire. La bataille 2022 s'accélère. 2 meetings ce samedi. Valérie Pécresse à Paris, Yannick Jadot à Laon dans l'Aisne. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts veut être le président du climat. La candidate Les Républicains veut croire qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron en 2022 et revendique un programme radical pour la France car la situation l'exige, dit-elle. Pour son premier déplacement à l'étranger en tant que candidat, Éric Zemmour a choisi l'Arménie pour, dit-il, soutenir cette vieille ville chrétienne, un des berceaux de notre civilisation. Arrivé sur place en début de soirée, il est accompagné du fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers. La mise en examen de Yannick Agnel pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. L'ancien champion olympique a été placé sous contrôle judiciaire malgré la réquisition du placement en détention provisoire du parquet de Mulhouse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le débat continue avec vous, Loïc Signor. Merci Kin, à tout à l'heure. On va développer l'un des titres présentés par Kinson. Éric Zemmour, premier déplacement à l'étranger en tant que candidat à l'élection présidentielle avec vous. Gauthier Lebret, accompagné de Francesco Caravelli derrière la caméra. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir dans Soir Info Week-end. Gauthier, quels sont les enjeux de ce déplacement marqué déjà, vous allez nous le préciser, par des manifestations à l'arrivée d'Éric Zemmour sur le sol arménien? Oui, absolument, Loïc. C'était du côté de l'aéroport de Yerevan, ici en Arménie. Et vous l'avez dit, eh bien, une vingtaine de personnes étaient présentes pour protester contre la venue d'Éric Zemmour. Alors, le but d'Éric Zemmour en venant ici en Arménie, eh bien, c'est de faire résonner ces thèmes avec ce qui se passe en Arménie. Vous savez, c'est le berceau du christianisme. C'est le premier pays au monde à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État. Et puis, avec ce qui se passe, eh bien, au Karabakh, l'invasion du Haut-Karabakh par les Azéris qui a poussé, eh bien, des milliers d'Arméniens à l'exode. Pour Éric Zemmour, c'est la preuve qu'il y a bien une guerre civile. C'est ce qu'il nous a dit l'autre jour à son QG de campagne. Et puis ce déplacement en Arménie lui permettra de parler à la diaspora arménienne présente en France qui représente 600 000 personnes. Alors on comprend bien l'objectif de ce déplacement d'Éric Zemmour, Gauthier, mais le programme est confidentiel. Est-ce que vous en savez un peu plus que lorsque vous êtes monté dans l'avion ce matin avec Éric Zemmour ? Absolument pas, Loïc. Il est très opaque, c'est assez inhabituel, il faut le dire. Mais les équipes d'Éric Zemmour nous expliquent que c'est pour des raisons de sécurité. Ce que je peux vous dire, c'est que selon toute vraisemblance, Éric Zemmour va visiter un lieu de culte. Et il souhaite aussi, lors de son voyage ici en Arménie, eh bien, rencontrer des officiels.
Gauthier, la visite est marquée aussi d'un point de vue strictement politique par la première prise de guerre d'Éric Zemmour. Il était attendu à Villepinte, ce sera finalement le cas en Arménie lors de ce déplacement. Philippe de Villiers a enfin rejoint Éric Zemmour qui, on l'imagine, s'en félicite. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Éric Zemmour. Alors, il y avait déjà Jean-Frédéric Poisson et Christine Boutin, mais ils n'ont pas évidemment le poids politique de Philippe de Villiers. Vous l'avez rappelé, Loïc, qui lui avait fait faux bond, Philippe de Villiers, lors de son premier meeting à Villepinte. Mais en voyant les images qui, selon l'entourage de Philippe de Villiers, eh bien, l'ont impressionné, il a décidé, eh bien, enfin, de rejoindre Éric Zemmour. Ce n'est pas simplement un voyage en Arménie. Il nous a dit tout à l'heure à l'aéroport que c'était bel et bien un soutien, qu'Éric Zemmour était son candidat pour 2022. Et ça compte dans une campagne présidentielle. Merci beaucoup Gauthier, merci à Francesco Caravelli qui vous accompagne. On y reviendra plus largement dans cette émission à ce déplacement d'Éric Zemmour, mais on comptait sur vous parce qu'il est déjà minuit en Arménie et qu'on n'allait pas vous faire attendre jusqu'à 22h30 pour entendre justement ces enjeux, les objectifs de ce déplacement et le ralliement de Philippe de Villiers qui compte évidemment. Merci encore à tous les deux et on vous retrouve évidemment demain. On connaîtra peut-être le programme d'ici là de ce déplacement d'Éric Zemmour. Un mot simplement là-dessus, on y reviendra très largement en dernière partie d'émission. Patrice Arditi. Ça compte l'Arménie dans une campagne présidentielle? Un candidat à l'élection présidentielle doit faire un passage en Arménie ou c'est simplement de l'ordre du symbole? Il y a les deux. Il y a les deux. De toute façon, aller à l'étranger, c'est quelque chose qui est assez important. Maintenant, il a choisi l'Arménie. L'Arménie, alors il y a le contexte évidemment chrétienté qui est extrêmement fort. Il veut en faire une défense de la civilisation. Moi, je veux bien. Les Arméniens, on les plaint tous d'ailleurs, qu'ils soient chrétiens ou autre chose, parce que coincés entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, avec tout ce que ça implique, c'est épouvantable, c'est vraiment quelque chose qui dure en plus, ils sont extrêmement inquiets, alors il y va. Mais ce qui me gêne un petit peu, moi, j'aurais vu Emmanuel Macron aller là-bas et puis faire quelque chose de présidentiel. Là, c'est un candidat et choisir en premier l'Arménie, ça me semble extrêmement curieux. Alors, il y a le facteur chrétienté, c'est peut-être un deal avec Philippe de Villiers, entre parenthèses, qui évidemment est très posé sur la chrétienté, et c'est peut-être la raison pour laquelle Philippe de Villiers est revenu dans le giron d'Éric Zemmour. On verra bien. Berceau de la civilisation chrétienne, c'est tout l'enjeu sans doute de ce déplacement, le choc des civilisations, maintes fois expliqué et décrypté par Éric Zemmour, qu'on soit d'accord ou pas, c'est peut-être le sens de ce déplacement. On y reviendra plus largement tous ensemble dans la dernière partie de l'émission. Pour l'heure, vous en avez l'habitude, c'est le zapping politique, les grandes déclarations de la journée des hommes et des femmes politiques. Il est préparé ce soir par Osley Munal. Depuis hier, le sud-ouest est particulièrement touché, les Pyrénées-Atlantiques, tant le Pays Basque que le Béarn, que ce département des Landes a été touché par des inondations extrêmement importantes, encore cette nuit, des crues très importantes et qui ont touché de nombreux logements, 61 communes que l'on peut considérer comme très impactées, et puis les exploitations agricoles, les entreprises qui ont été évacuées. Heureusement, et je remercie les services de l'État, les communes, les pompiers, les gendarmes et les policiers, aucune victime à déplorer, alors que nous voyons bien que tant à Bayonne qu'ici que dans les Pyrénées, les images sont très impressionnantes. J'ai simplement pensé qu'effectivement les règles de Miss France aujourd'hui étaient dépassées, qu'elles n'étaient plus adaptées à cette société moderne dans laquelle nous vivons. Je pensais notamment au fait qu'une femme mariée ne puisse pas être candidate. J'ai pensé au fait qu'une femme veuve ne puisse pas le faire, qu'une femme ne peut pas faire d'ironie quand elle est Miss France. Et j'ai pensé également à cette candidate qui avait posé les seins nus pour pouvoir dénoncer le cancer du sein et qui n'avait pas pu participer. Pourquoi vous n'ouvrez pas ce concours aux transgenres? Eh bien, ça fait partie des discussions que nous avons eues avec Alexia Laroche-Joubert et nous sommes en cours de réflexion sur ce sujet. Ouais, c'est-à-dire que ça peut se produire? C'est-à-dire que c'est envisageable. Le rappel de vaccination, il permet de garantir la protection contre les formes graves, la protection conférée par le vaccin. Il agit aussi comme une digue vis-à-vis des contaminations, du fait d'être contaminé ou de transmettre le virus. Les études scientifiques le montrent. Quand on a fait son rappel, on réduit encore davantage, ça ne l'éteint pas totalement, mais on réduit encore davantage le risque d'être contaminé ou de transmettre le virus. Et l'Institut Pasteur, dans ses modélisations, montre bien qu'avec une campagne de rappel massive, comme on est en train de le faire,
on peut contribuer à aplatir cette 5e vague de l'épidémie. Donc, importance du rappel. Le deuxième message, c'est que notre campagne de rappel, elle prend de l'ampleur. On a encore battu un record hier avec plus de 780 000 personnes qui ont reçu une dose de rappel. On franchira aujourd'hui probablement les 14 millions de personnes ayant reçu un rappel. Et vous connaissez l'objectif qui a été fixé par Olivier Véran, 20 millions de personnes ayant reçu un rappel d'ici à Noël. Toutes les dénonciations qui ont eu lieu ces derniers mois sont extrêmement graves. Et je pense que cette libération de la parole, parce que on parle de libération de la parole, mais il y a très longtemps que les femmes parlent et qu'on ne les écoute pas. Aujourd'hui, il faut parler de libération de l'écoute. Il faut arrêter de mettre systématiquement en doute et en questionnement ou de faire taire ce que les femmes disent. Quand vous parlez au bout de 20 ou 30 ans et que vous n'avez strictement rien à gagner, mais juste à être reconnu dans votre souffrance et dans votre douleur, il faut savoir l'entendre. Cela étant dit, la justice ne se rend ni sur les plateaux, ni dans les réseaux sociaux, et il faut absolument respecter cette présomption d'innocence. Et moi, je suis toujours du côté des victimes où qu'elles se trouvent. Et ce cas-là est particulièrement grave si c'est avéré. Mais encore une fois, la présomption d'innocence est là, elle doit jouer. Nous sommes dans un état de droit et c'est ce qui protège tout le monde. Je suis sûr qu'avec moi, vous êtes attachés, au-delà des grands principes et des grands discours, à des réalisations concrètes, mesurables, visibles pour nos concitoyens. Nous devons aussi montrer, en cette période difficile pour la France, pour l'Europe, pour le monde, confrontés à une pandémie qui dure, à une pandémie d'une ampleur séculaire, nous devons montrer que non seulement nous savons par notre solidarité y faire face, que nous savons protéger nos concitoyens par ces effets, mais que nous continuons à regarder vers l'avenir, à le préparer, à l'anticiper. C'est aussi, mesdames et messieurs, une façon de tirer les conséquences de cette crise. Nous regarder nous-mêmes. Tous les jours, on rajoute des centaines de milliers de créneaux de vaccination sur les plateformes. Mon rendez-vous de vaccination que j'ai eu à l'instant, je l'ai pris hier soir sur Doctolib. Il y avait ce rendez-vous disponible. Et donc c'est le message que je veux passer pour des personnes qui n'auraient pas pu jusqu'à maintenant trouver un rendez-vous rapproché pour faire leur rappel. Connectez-vous, reconnectez-vous sur les plateformes. Tous les jours, on rajoute des centaines de milliers de créneaux et vous pourrez probablement trouver un créneau proche de chez vous rapidement. Beaucoup croient que Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron. On n'en est pas là. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici avril 2020. Et si elle arrive à l'Élysée, est-ce que vous seriez heureuse, vous qui avez toujours plaidé pour les femmes, de la victoire d'une femme, même celle-là? Vous savez, on reproche souvent aux femmes beaucoup de choses. Moi, ce que je demande, c'est que les femmes soient respectées pour ce qu'elles sont, pour leurs idées, pour leurs convictions, ni plus ni moins, comme n'importe quel homme. Nos objectifs sont clairs, on va vers des véhicules décarbonés, on va vers des véhicules électriques, on va vers des véhicules hybrides. Donc si on a des véhicules qui polluent peu ou pas, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne fasse pas des infrastructures routières pour les accueillir. Donc il faut marcher sur nos deux jambes, plus que jamais, le ferroviaire et les transports en site propre et les routes et les autoroutes parce que notre pays en a besoin. Nous pouvons considérer que les choses vont redevenir peu à peu à la normale. Il y a eu 400 personnes qui, dans ce département, par exemple, ont été impactées, ont déménagé, été faites dès hier, et je remercie les communes et les pompiers et les gendarmes d'être fait proactifs, d'aller voir les personnes. Et nous allons convoquer jeudi prochain l'état de catastrophe naturelle avec la ministre de Transition écologique pour que dès vendredi, les assureurs puissent faire leur rôle d'assureur et pouvoir accompagner les communes, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes qui ont été touchées, comme je l'ai vu à Bayonne, comme je le vois ici, par ces inondations. Moi, j'ai eu ma première vaccination en Pfizer et là, je viens de faire mon rappel en Moderna. Je l'ai fait parce que je sais que certains Français peuvent avoir des doutes sur le fait de panacher, entre guillemets, les vaccins, c'est-à-dire d'avoir eu Pfizer et de faire aujourd'hui Moderna. Non seulement ça ne présente pas de risque, les études scientifiques le disent, c'est la même technologie ARN messager, mais en plus, des études montrent que c'est une protection qui est même légèrement supérieure à la protection qu'on a quand on a eu le même vaccin, la même marque sur l'ensemble du parcours vaccinal. Puis le deuxième message, c'est aussi pour les jeunes, puisque le vaccin Moderna, il est effectivement réservé
aux plus de 30 ans par mesure d'absolue précaution parce qu'il y a eu quelques effets indésirables chez des très jeunes. Moi j'ai 32 ans, j'ai fait ce rappel en Moderna et c'est vraiment le message que je veux passer aussi aux jeunes. Ayez confiance dans les vaccins qui vous sont proposés, qui sont recommandés. Parlez-en à vos médecins, aux professionnels de santé qui sont dans les centres. Ce que m'ont dit les professionnels ici, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent, qui peuvent avoir des questions, des doutes, mais qu'en échangeant et qu'en leur expliquant les choses, souvent ça permet de répondre à ces inquiétudes. Donc voilà le message que je suis venu passer ce matin. C'est un fléau. L'année dernière, il y a eu pas loin de 90 000 femmes violées. Il y a chaque année plus de 220 000 femmes qui subissent des violences, 220 000 femmes qui subissent des violences conjugales. C'est pour ça qu'on ne peut que saluer l'initiative du président de la République d'avoir décidé que l'égalité femmes-hommes devait être la grande cause du quinquennat. Il faut quand même saluer le fait qu'aujourd'hui, le fait d'avoir 90 000 policiers et gendarmes qui soient formés à la prise de plainte des victimes, ça dit beaucoup sur l'évolution que nous avons sur ce sujet. Et ça touche aussi la magistrature parce que en fait, il y a un éveil collectif sur toutes les violences dont ces femmes ont été victimes. Et maintenant, toutes les professions qui les entourent, que ce soit la police, que ce soit les gendarmes, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, que tout le monde se rende compte qu'il est essentiel que nous soyons parfaitement conscients et formés sur la manière de traiter cette parole des femmes. La difficulté, c'est qu'en plus, dans ces communes-ci, même si on est à quelques dizaines de kilomètres de la mer, vous savez que les marées jouent également et que par ailleurs, l'eau venant prendre sa source dans les Pyrénées, la fonte des neiges font qu'effectivement, il y a un goulot d'étranglement entre les inondations, les marées, la fonte des neiges qui fait faire ces inondations. Alors beaucoup de travail ont été faits, notamment des travaux de possible reconstruction. Je veux dire qu'avec le réchauffement climatique, malheureusement, toutes les communes de France potentiellement sont touchées par des catastrophes naturelles comme celle-ci, soit par des bourrasques, du vent et des pluies de grêle. On l'a vu dans le nord de la France, on l'a vu dans l'Aisne encore extrêmement récemment, soit des difficultés que nous connaissons évidemment dans les villes qui ne sont pas très loin des mers. Nous sommes en train de travailler au sein du gouvernement avec la ministre de la Transition écologique pour pouvoir regarder dans les années qui viennent quel est l'effet du réchauffement climatique sur les communes et donc faire les travaux, accompagner les communes à faire les travaux afin d'éviter évidemment au maximum ces inondations. Voilà pour le Zapol. On va revenir justement sur ce que disait Gabriel Attal au sujet des vaccins. Il a fait sa 3e dose de rappel, Gabriel Attal, en Moderna. Et c'est important de le préciser parce qu'il avait fait ses 2 premières doses, comme beaucoup d'entre vous sans doute, en Pfizer. Et certains Français sont inquiets, légitimement ou pas. En tout cas, regardez cet échange. Gabriel Attal a tenté de convaincre l'une de ces personnes qui doutent de l'efficacité du vaccin Moderna, ou en tout cas qui a des doutes tout court sur ce vaccin, de prendre cette solution après 2 vaccinations de Pfizer. Regardez cette séquence, il essaye tant bien que mal de convaincre cette personne. Comme j'avais déjà fait mes 2 doses de Pfizer, j'aurais souhaité pouvoir continuer puisqu'on est obligé de faire cette 3e dose avant le 15 janvier. Après, on est dans une république, on a quand même le choix parce que c'est quand même une molécule qu'on va injecter dans mon corps. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on a 31, 32, 38 ans comme vous. Moi j'ai 32 ans, je vais faire mon rappel en Moderna alors que j'ai eu du Pfizer avant. Et franchement, c'est pareil. Mais venez, on le fait ensemble. Si c'est du Pfizer, moi je vous suis, avec plaisir. Et venez faire le Moderna, franchement, il n'y a pas de... Alors, moi je vous dis, sur mon pass sanitaire, c'est du Pfizer, sur les 2 doses. Moi aussi. Voilà. Moi j'aurais voulu une continuité, malheureusement je ne suis pas médecin, j'ai pas les connaissances. C'est exact, c'est une continuité dans la technologie, oui, c'est la même technologie. Il faudrait que quand même on ait le luxe de choisir. Philippe David, 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France, 66 millions de présidents de la République et maintenant 66 millions de médecins en fait. Oui, non mais c'est vrai que quand même ça pose question parce que quand on voit les cocktails qu'il y a, vous aviez alors AstraZeneca a disparu de la circulation. Oui, celui-là on l'a oublié. Sous le tapis. J'ai des proches qui ont été vaccinés 2 doses en AstraZeneca, là ils ont dû faire la 3e parce qu'ils ont plus de 65 ans. C'est mes frères et sœurs pour tout vous dire. On leur a dit vous aurez du Pfizer, c'est comme ça, c'est pas autrement, même pas le choix du Moderna. Donc je pense pas que les labos aient fait des essais. On vous met 2 doses d'AstraZeneca et quelques mois après une dose de Moderna. Vous faites partie des sceptiques, vous. Non mais je trouve que c'est quand même pas très sérieux parce que parfois on vous dit mélangez pas 2 huiles moteurs et là mettre un vaccin à base de virus. Bienvenue dans Turbo. C'est ça. Puis après un vaccin à base d'ARN messager. Désolé, est-ce qu'on a fait les... Non mais est-ce que c'est à nous? C'est ça la vraie question de dire, à partir du moment où les agences de santé européennes, françaises, que les labos disent bon, il n'y a pas de souci à mélanger les 2 vaccins, est-ce que c'est à nous
néophyte de dire non, je préfère 3 Pfizer, 2 Moderna, 4 AstraZeneca? Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout complotiste, mais je pose une question. Pourquoi on nous disait que le vaccin AstraZeneca était parfait et qu'il posait aucun problème? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise plus? Et pourquoi on a envoyé tout? Parce qu'on n'en a plus commandé. On n'en a plus commandé. Oui, mais pourquoi on n'en a plus commandé? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait peut-être des problèmes de thrombose, etc. Oui ou non? Oui, bah ça, oui, on a dit notamment pour les plus de 50 ans de mémoire. Notamment pour les plus de 50 ans, etc. Donc, comment voulez-vous que les gens comprennent? Et puis, comme on nous a dit... Là où je suis d'accord avec vous, c'est peut-être ça qui crée le doute. Un peu tout et le contraire de tout, y compris les médecins. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, que les médecins nous ont dit tout et le contraire de tout. Et ne parlons même pas des autorités de santé publique. Je vais vous dire... pour être crédible, il faut avoir de la constance. Et là, la constance, il n'y en a pas eu. Luc Gras, c'est la photo politique, c'est la crédibilité de la parole politique qui a suscité finalement ce scepticisme et ce doute au sujet de quelque chose que peu finalement maîtrise. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste sur la question de la Covid. Politiquement, d'un point de vue d'analyse politique, il est certain qu'il y a eu 2 phases principales. Je ne parle pas de la Covid, je parle des phases politiques. Première phase où il y a eu vraiment du balbutiement, pour ne pas dire plus, du gouvernement, avec la fameuse histoire des millions de masques. Là, il y a vraiment eu la cacophonie. Et ensuite, grosso modo, sans analyse partisane, le gouvernement, ça n'en est pas mieux, mais pas plus mal sorti que les autres gouvernements européens. Simplement, là, sur le passage que vous venez de nous montrer, c'est intéressant, c'est l'attitude de Gabriel Attal, qui a une attitude extrêmement pertinente. Parce qu'il dit, voyez, moi, je vais le prendre. Ouais. Derrière, il faut le savoir, parce que grâce à l'information qui est diffusée par CNews notamment, on le sait, il y a 20 millions de doses de Moderna et 5 millions de Pfizer. Donc c'est tout simplement l'équation, il faut écouler les stocks. Premier point. Et deuxièmement, les spécialistes, eux, nous disent que le mélange, plus que même être un danger, ça renforce plutôt l'immunité. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste sur le sujet. Je vois que la phase politique, balbutiement au début, relativement bonne gestion ensuite, et Attal qui montre l'exemple, qui dit « Regardez, moi j'y vais ». Et ça, le côté exemplaire du politique, la République en a bien besoin. Mais on part de loin sur l'exemplarité, la crédibilité, la légitimité. William T, pour finir sur ce sujet, avant la pause, vous partagez les avis de Luc Gras et de Philippe David sur ce qu'on vient d'aborder? La difficulté, c'est qu'on a une défiance grandissante à cause de la décrédibilisation à la fois de la parole politique, mais également la parole scientifique et médicale. Ce qu'on a vu globalement, en fait, depuis une trentaine, quarantaine d'années, c'est qu'au départ, on avait des grands experts sur les questions économiques dans les années 80-90, et ensuite les experts économiques type Attali à la main qui ont eu leur parole décrédibilisée parce qu'on n'a pas eu de bons résultats économiques, notamment avec un passage des 30 glorieuses aux 40 piteuses. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la question scientifique. À partir du moment où on a annoncé un résultat et qu'on a annoncé l'inverse 3 semaines ou 4 semaines plus tard, voire 1 mois plus tard, sur la question des masques qui n'étaient pas obligatoires, qui sont devenus obligatoires, sur la question des extensions du pass sanitaire qui étaient réservées à certains lieux, qui étaient étendues aux activités du quotidien, sur la question vaccinale. Il n'y aura pas de passe sanitaire. On se souvient de cette phrase d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale. Et même sur la question du vaccin, au départ, le président de la République, il y a 1 an pile, avait dit si quelqu'un vous dit qu'il aura un vaccin au début de l'année, c'est un menteur. Lui-même, après, à partir de janvier, a indiqué il faut que tout le monde aille se faire vacciner. Puis ensuite, après, c'est un Français comme les autres. Voilà, il en doutait. Il en doutait. Et la difficulté, c'est qu'en fait, comme on a un phénomène qui est nouveau, on n'a pas de recul sur ce type d'études, on a une science qui est évolutive. Et donc, du coup, le politique et les médecins sont obligés de s'adapter. Et donc, du coup, ça crée de plus en plus de décrédibilisation de la parole publique et de la défiance vis-à-vis d'une partie des citoyens. Patrice Arditi, je suis désolé, vous avez usé de votre droit de tirage pour parler du voyage d'Éric Zemmour. Vous n'aurez pas le droit de parler du Covid. On marque une pause, on se retrouve tout de suite et on parlera de la République en marche qui tracte dans les rues de Paris et partout en France avec les ministres sur le terrain. Vous le verrez dans un reportage CNews signé Camille Baron, alors qu'ils n'ont pas de candidat. C'est quand même étonnant, faire campagne sans candidat. C'est ce qu'on verra dans quelques secondes. Restez bien avec nous. Soir Info Week-end, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours avec Patrice Arditi, Luc Gras, Philippe David et William T. Et comme promis, on va parler de cette campagne qui ne dit pas son nom du côté de la République en marche, ou plutôt qui ne dit pas son nom du côté de l'Élysée. Vous avez écouté, j'imagine, William T, le président de la République, lors de sa grande conférence de presse, longue conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne. Je serai, disait-il, président et au travail jusqu'au dernier quart d'heure. Mais il semblerait qu'il ait quand même déjà envoyé ses ministres sur le terrain. Je vous propose ce reportage. Nous avons accompagné Elisabeth Borne et Clément Beaune, ministre du Travail et secrétaire d'État aux Affaires européennes, sur le terrain ce matin, aux côtés des militants de la République en marche. Et vous allez le voir, la photo d'Emmanuel Macron est bien sur les tracts, malgré le fait qu'il ne soit pas encore candidat. Ces ministres sont en campagne. Regardez Camille Baron et Emilien Lacroix.
c'est presque devenu une habitude. Comme lors des régionales et des municipales, les ministres tractent avec leur soutien à chaque campagne. Ce matin, c'est au tour d'Elisabeth Borne et de Clément Beaune. C'est quoi l'objectif de ce matin alors ? C'est de défendre un bilan, d'aller sur le terrain, et puis on est dans une période où ça va être de plus en plus important de défendre ce qu'on a fait, puis d'écouter aussi. Oui, je pense qu'on a tous envie de défendre le bilan. Vous voyez, moi, je pense qu'on a fait des réformes importantes. En ce qui me concerne, j'ai fait la réforme de la SNCF, de l'assurance chômage, la loi mobilité. Puis je pense qu'on a aussi beaucoup aidé les Français pendant la crise. Donc c'est important de voir comment cette action a été perçue. Et on est aussi à un moment qui est un peu compliqué, avec la 5e vague qui est très forte. En même temps, une économie qui est extrêmement dynamique. Du coup, des gens qui ont des problèmes de recrutement. Donc c'est important d'écouter ces difficultés. Faire le bilan, mais surtout réclamer 5 ans de plus d'Emmanuel Macron. La candidature du président se fait attendre. Vous savez, regardez notre tract. Il n'est pas candidat, mais on a sa photo. Donc je pense que le message est clair. On veut 50 plus, après c'est lui qui les verra. On verra aussi ce qu'on nous en dit. Mais réenfiler le costume de militant, ce n'est pas toujours simple. Les ministres font parfois face à un déficit de popularité. Vous savez qui c'est ? Non. Vous ne connaissez pas ? Le ministre des Affaires européennes. Ok, d'accord. Et on essaie de faire connaître un peu ce qu'on fait, le bilan du gouvernement. On n'a pas trop échangé non plus sur leurs idées, j'avoue. Et quand on les connaît pas, c'est compliqué aussi, mais il faut aller à la rencontre des gens aussi, c'est bien. Alors ils mettent en avant leurs mesures, et notamment les aides accordées au commerce impactés par la pandémie. Pour éviter les déconvenus, l'itinéraire a été organisé. Là, par là, j'ai un restaurateur qui vous attend, qui a fait du click and collect et que je suis sur Instagram. Oui, je suis allée plusieurs fois. Mais d'autres commerçants interpellent aussi les ministres. Entre les manifestations, les gilets jaunes, les confinements, c'est hyper dur. C'est très dur pour les petits commerçants, c'est un manque de fréquentation. Parce que les gens ils peuvent plus se garer. On a un PV tout de suite. Ça, c'est politique de... Tous les banlieusards ne viennent plus. Et on en a marre, il faut faire aller dans les centres. On va dire Madame Hidalgo alors. Parce que là c'est une catastrophe. On est en train de mourir les petits commerçants. Un message politique qui ne convainc pas forcément. J'ai expliqué ce que j'avais, mais la dame elle m'a rien dit de concret. Je vois pas en quoi c'est bien beau de passer, mais voilà, s'ils peuvent nous aider, ça serait bien. La politique, j'y crois plus trop. La com, c'est quand vous ne confrontez pas au regard des gens et aux critiques des gens. Il y a des gens qui disent c'est sympa, je vais regarder. Il y en a qui disent je suis déjà convaincu, ça fait plaisir. Et puis il y en a qui vous disent merci, ça ne m'intéresse pas. Je ne soutiens pas ce gouvernement, c'est la démocratie. Et puis on espère que ceux qui sont un peu intéressés, ils vont regarder le tract, ils vont peut-être se demander ce qui a été fait pour la crise, ce qu'on peut faire de plus. Donc la com, c'est quand vous êtes dans une bulle et vous ne vous confrontez pas aux gens. À 5 mois de la présidentielle, l'objectif est aussi de remobiliser les militants. Ça montre que les ministres trouvent du temps pour militer aussi. C'est important déjà pour nous, militants. C'est hyper motivant, c'est hyper encourageant. Ça montre que quelque part le boulot qu'on fait, le militantisme qu'on adopte est récompensé. Quitte parfois à en oublier le but de la matinée. On a l'impression que c'est pas trop votre truc le tractage. Il y en a beaucoup encore dans les mains et pas beaucoup aux gens. Non on a plus parlé que distribuer des tracts, mais je suis pas toute seule. Je pense que les gens ont eu des tracts. Des tracts sur le bilan, avant de pouvoir peut-être distribuer dans les prochaines semaines un programme pour Emmanuel Macron. Voilà, reportage signé Camille Baron et Émilien Lacroix. Intéressant à plusieurs titres. Patrice Arditi, on sent bien quasiment à la fin de ce quinquennat que les ministres ont toujours ce déficit de notoriété. On entend ces deux jeunes femmes attablées à la terrasse d'un café. Je ne sais pas qui sont ces gens qui sont venus me parler. La dame, dit une commerçante en parlant d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, c'est pas rien. Elle ne m'a pas convaincu. Il y a les crises aussi qui reviennent beaucoup, les gilets jaunes, le Covid. On est loin. Alors on est à Paris, dans le quartier de la Bastille, on est loin des thèmes que l'on nous vend, certains, en tout cas, parfois, l'insécurité, l'immigration. On est vraiment sur du basique, sur du quotidien. Voilà ce que montre en une fraction de temps l'intérêt aussi que portent les Français à cette élection présidentielle et sur quel thème aussi. Pas dire l'intérêt que portent tous les Français. D'abord, vous le disiez, c'est un quartier qui est quand même extrêmement ciblé. Maintenant, c'est vrai que la plupart des ministres ne sont pas connus. On a eu quand même ces dernières années, quels que soient
nos amours, entre guillemets, envers tel ou tel parti. On a eu des ministres qui ont fait parler d'eux parce qu'ils étaient imposants. Ils s'imposaient, en tout cas, si ce n'était pas sur un programme, mais disons sur la manière de fonctionner, la manière de communiquer. Et puis, on en a d'autres qui, probablement, sont d'excellents ministres, mais que j'appellerais des secondes mains. Ce sont des gens de dossier qui bossent pour d'autres et qui peuvent bosser pour le Premier ministre, et c'est Castex qui va en tirer un bénéfice, mais finalement, derrière, on a des électeurs qui se disent déjà que la politique, on s'y intéresse pas tellement. Si en plus, on nous amène des personnalités que l'on ne connaît pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Alors, franchement, là aussi, gros problème de communication, et on attend évidemment la vedette qui est Emmanuel Macron et qui va à un moment donné s'imposer et probablement prendre quelques points de plus. 42 maintenant après le départ d'Alain Griset, remplacé par un ministre qui occupait déjà un poste, Jean-Baptiste Lemoyne. Alain Griset condamné. Le gras, peut-être ce qui ressort le plus de ce reportage, vous l'avez un peu évoqué, Patrice Arditi, c'est cette dame. La politique, j'y crois plus. C'est peut-être la phrase qui résonne le plus à nos oreilles à l'écoute de ce reportage. Tout à fait. Alors, c'est une évidence qu'il y a un déficit, comme le disait tout à l'heure William. Mais regardez, par exemple, y a-t-il candidature ou pas d'Emmanuel Macron? C'est un secret de polichinelle. Évidemment qu'il sera candidat. Donc déjà, il y a un petit quitus, comment on va faire campagne sur le terrain alors que le candidat n'est pas encore déclaré. Donc problème. Vous me direz, ça c'est pas nouveau sous la Ve République, car rappelez-vous, en 1988, je crois, François Mitterrand, qui était donc sortant, n'avait pas fait campagne du tout, pratiquement, il avait fait une lettre aux Français. Vous voyez que c'est une habitude sous la Ve République, quand on est en place, quand on est président de la République, de retarder le plus longtemps possible. On voit beaucoup de similitudes entre 88 et 2022, entre Mitterrand et Macron, on sent qu'on essaye de s'inspirer. Comparaison n'est pas raison, mais il peut y avoir effectivement des inspirations. À partir de là, ce secret de polichinelle, il est éventé, on le sait bien, il sera candidat. Maintenant, il est face à un vrai problème, qui est l'un des péchés originaux du macronisme, c'est l'absence totale de troupes. Ouais. Et cet alignement des planètes en 2017 a fait que Emmanuel Macron est devenu président de la République après l'accident catastrophique de Fillon devant tout le monde. Il est arrivé président de la République, sauf qu'il est arrivé sans troupes. Et au lieu de faire le travail de structuration, de formation des élus, etc., tous ceux qui ont approché de près ou de loin le travail de l'Assemblée nationale savent très bien qu'en termes de patte humaine, c'est très faible. Il a fait venir un petit peu tout le monde. Alors c'est des gens très sympathiques, mais la politique ne s'invente pas. Elle s'apprend. C'est quand même Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Jean-Yves Le Drian. Vous le dites très bien, tous ceux qui ressortent du lot sont tous des gens qui faisaient de la politique avant. C'est magnifiquement illustré. Bruno Le Maire était à LR, Monsieur Le Drian était au PS, etc. etc. Donc là, il y a un vrai problème. Et c'est ceux qui ne sont pas sur le terrain, d'ailleurs. Les ministres sont obligés d'aller sur le terrain, et même eux ne sont pas connus. Et j'ai la liste des ministres qui étaient sur le terrain aujourd'hui, parce qu'on a vu Clément Beaune et Elisabeth Borne, mais il y avait aussi Marlène Schiappa, alors qui est peut-être un peu plus connue du fait de ses sorties depuis 4 ans. Olivier Dussopt, Amélie de Montchalin, Nathalie Elimas, Geneviève Darrieussecq, Jean-Baptiste Lemoyne, Sophie Cluzel, Sarah El Haïry, Roxana Maracineanu et Pietraszewski. Autant vous dire que c'est pas vraiment les plus bankable, comme on dirait. C'est vrai ce que disait M. Arditi, c'est qu'autrefois on avait, à gauche il y avait Valls, il incarnait quelque chose. Pasqua, vous imaginez Pasqua en campagne? Enfin, il faut se rappeler un petit peu, avoir un peu de mémoire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était une présence, c'était un plus. Ceci dit, Macron a envoyé Éric Dupond-Moretti au régional, ça n'a pas forcément marché. Comme quoi, la notoriété n'est pas forcément un gage électoral. Philippe David. Oui, alors il y a des gens qui font campagne alors qu'ils n'ont pas de candidat, il y en a qui ont un candidat et qui ne font pas campagne. Parce que c'est quand même amusant que ce soit les gens de La République En Marche. Alors, c'est sûr que, comme le disait Luc, la candidature d'Emmanuel Macron, c'est un secret de polichinelle. C'est évident qu'il va se représenter. Sauf catastrophe, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais alors là, c'est même plus un coup de théâtre. Là, c'est carrément, comme on dit au rugby, la cabane est tombée sur le chien. Là, c'est pas possible autrement. Alors, ce qu'il y a quand même d'assez amusant, c'est que quand on entend ce que disent les gens, c'est vrai que comme l'a dit Luc, encore une fois, Emmanuel Macron, c'est un homme quelque part. Et inutile de dire que si jamais il perdait la présidentielle, je ne sais pas combien il restera de députés La République En Marche après les législatives. 10 ? Non, parce qu'il fait 10 vous faites 10 avec les mains, c'est pour ça. Sur 577, ça fait pas beaucoup, on est d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui est incarné par un homme. Et alors, à l'époque, De Gaulle incarnait, c'était l'UNR, l'UDR, etc. Mais
Pourquoi? Parce que c'était la stature du général, l'homme du 18 juin, etc. Et puis il avait quand même les gaullistes historiques avec lui, ceux qu'il avait rejoints dès le 18 juin ou peu de temps après. Emmanuel Macron, c'est surtout, désolé, ceux qui l'ont rejoint après qu'il soit devenu président, parce qu'ils se sont dit, bon, maintenant, soit LR c'est fini, soit le PS c'est fini, et maintenant l'avenir se passe à la République En Marche. Je ne citerai pas de nom. William Tay, on a évoqué peut-être les écueils auxquels sont confrontés les militants de la République En Marche. En revanche, on peut voir aussi que la campagne sans candidat est quand même plutôt bien structurée. Il y a des militants, il y a des tracts, c'est plutôt bien fait. Il y a les jeunes avec Macron qui sont très actifs. On le verra dans quelques minutes avec une proposition qui pourrait être reprise par Emmanuel Macron. C'est pas le cas de tout le monde dans cette campagne présidentielle. On va pas tirer sur une ambulance, on va pas parler de la gauche, on va pas parler d'Anne Hidalgo, on en reparlera tout à l'heure. Mais même à droite, on a vu que c'était pas forcément si facile de faire campagne comme le fait la République En Marche. Non, effectivement, mais en fait, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il veut copier-coller la campagne de François Mitterrand en 88, qui s'appelait La France Unie. La difficulté, ce que disaient Gérard Collomb et Jacques Pilan, qui étaient les deux grands communicants de François Mitterrand, c'était que c'est très difficile de faire campagne sans candidat, parce que les gens, notamment en campagne présidentielle, avec le fait de l'individualisation de la personnalité, le culte de la personnalité, vous voulez voter pour un candidat. Ce qu'ils avaient réussi à faire en 88, c'est qu'ils avaient mobilisé des acteurs, des chanteurs, des philosophes. On se rappelle de l'appel de Renaud, Tonton, laisse pas béton, etc. Et donc là, la difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron, on l'a vu dans un article de l'Express sur la question des intellectuels, en fait, n'arrive pas à mobiliser la société civile. Magnifique article que je recommande à tout le monde. Et en fait, il n'a pas de société civile avec lui, alors que c'était son point fort en 2017, où il avait réussi à réunir des groupes de société civile. Ces groupes-là ont désormais déserté. Il n'a plus d'influenceurs capables de faire campagne pour lui. Il y a McFly et Carlito, William. Enfin, c'est pas suffisant pour faire campagne. Et la difficulté qu'ils ont, c'est que du coup, ils ont substitué ce type de personnalité par des ministres. La difficulté qu'ils ont, c'est que les ministres, tels que les noms. Elisabeth Borne, c'est pas Renault. Hein, et surtout, ils n'ont aucune influence. Même si elle a été ministre des Transports. Ils n'ont aucune influence dans la société, en fait. Ils ne sont pas capables d'infuser l'opinion publique. Et donc, du coup, ils font une campagne qui est non pas telle que François Mitterrand à destination de la France, mais à destination de leur électorat spécifique. Et la difficulté maintenant pour Emmanuel Macron, c'est que je pense que vraisemblablement, comme il sera président de l'Union européenne à partir du 1er janvier et qu'il veut être en campagne le plus tard possible, cet objectif est mise en difficulté par la montée en puissance de Valérie Pécresse. Si Emmanuel Macron est toujours en tête dans les intentions de vote au premier tour, il n'est pas obligé de se déclarer candidat parce qu'il pourra dire que lui, il préside la France et notamment il préside la destinée de la France dans l'Union européenne. Si par cas, Valérie Pécresse s'approche énormément et surtout mord sur son socle électoral, il devra avancer sa candidature et c'est pour ça qu'en fait, ils ont déjà préparé les comités de campagne au cas où Valérie Pécresse croiserait les courbes avec Emmanuel Macron pour se déclarer le plus rapidement possible. Bonne analyse. On le verra dans la prochaine partie de l'émission, on parlera de Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle est dans une phase amoniste, si je puis dire, post-primaire, dans une dynamique où vraiment elle s'approche d'Emmanuel Macron et auquel cas, effectivement, le président aurait tout intérêt à accélérer son calendrier. Patrice Arditi. Alors, deux choses. On ne sait pas vraiment si Emmanuel Macron essaye de conserver un leadership perpétuel ou s'il n'a pas confiance en ses troupes. Déjà. Secondo, on a évoqué De Gaulle, on a évoqué Mitterrand. On peut ajouter Chirac, tous ces gens-là avaient des grognards. Et ces grognards, on les ressortait à chaque gouvernement, en interposant un certain nombre de choses, en changeant de portefeuille. Mais c'était des grognards que tout le monde connaissait. Il y a Pasqua tout à l'heure, mais il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres, les Debré, tout ça, qui ont tous été placés et replacés à un moment donné, et qui faisaient leur boulot, bien entendu, mais qui avaient quelque chose, aussi bien chez Mitterrand, chez Chirac, que chez De Gaulle, qui avait quelque chose d'attachant. C'est quand même absolument incroyable qu'on se soit attaché à Tante Yvonne du temps de De Gaulle. Enfin, quand je dis on, mes parents. Pardon. Madame Pompidou, elle avait ses détracteurs, mais elle était extrêmement... si on parle des premières dames, Brigitte Macron bénéficie d'une cote de popularité... mais qui est plus tendancieuse, parce qu'on se sert d'un certain nombre de choses pour taper sur son mari. Mais bon, Carla Bruni... effectivement, a eu également une aura sympathique, mais pas le même genre. Mais je veux dire que le côté grognard, non pas de Carla Bruni, le grognard de certains collaborateurs, ministres, des différents présidents, c'était quelque chose d'important. Le malheur, et je ne souhaite pas évidemment que le président Macron décède, le malheur, c'est qu'on se rend compte toujours après leur décès qu'ils ont fait
deux grandes choses. Ça a été le cas pour Giscard. Moi, je me souviens, il y a des années, on me disait, mais qu'est-ce qu'il a fait Giscard? Rien. Quand même... Oui, réhabilité Valéry Giscard d'Estaing quelques mois après sa mort, peut-être, effectivement. Lugras, vous connaissez ces histoires par cœur, bien évidemment. C'est le lot, en fait, de chaque président de la République. Oui, mais alors, il faut revenir à 2017. Quand Emmanuel Macron se présente, il annonciateur du nouveau monde. Et les Français qui ont du bon sens avaient senti que là, il y avait une intuition importante. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien connaître les arcanes des partis politiques depuis des années, le système était vraiment verrouillé. C'est-à-dire que si vous étiez à droite, il fallait avoir l'adoubement de la rue de Vaugirard, et si vous étiez à gauche, il fallait avoir l'adoubement de la rue de Solferino. En dehors de cela, point de salut, point de candidature. Si vous n'aviez pas l'investiture du parti, vous n'étiez pas élu. Macron arrive en disant tout ça, c'est sclérosé, ça ne bouge pas. C'est vrai qu'il y avait des rentes de situation, et je vais faire tout exploser, et c'est le nouveau monde, et vous allez pouvoir, vous qui êtes intéressés par la politique, vous citoyens français, vous présenter. Le diagnostic était bon. Encore une fois, en France, on est les champions du monde du diagnostic. Très bon diagnostic sur le système sclérosé. Mais après, il fallait construire l'exercice. Et là, le problème en France, c'est la formation des élus. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait se présenter à une députation sans avoir travaillé le sujet avant, alors que quand on est médecin, on fait 10 ans de médecine. Quand on est d'autres métiers, il faut apprendre. Eh bien, ce métier-là ne s'invente pas. Et la dure réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Macron, au moment des Gilets jaunes, a été obligé de descendre lui-même dans l'arène. Et ça, c'est pas l'esprit de la Ve République. Alors, je ne veux pas déflorer le débat qui sera le nôtre dans la troisième partie de l'émission, mais la question me brûle les lèvres, Philippe David. Est-ce que le grognard d'Emmanuel Macron ne s'appellerait pas Nicolas Sarkozy? Alors, vu ses propos tout à l'heure, il s'est mouillé sans se mouiller, tout en se mouillant pas. Vous savez, il a fait du en même temps. C'est peut-être, alors pour ça, ce qui le rapproche un peu de Macron. Bon, alors, il est ancien chef de l'État. On parle plus de lui que de son successeur, François Hollande, qui est un peu absent du débat, je pense. Il n'a pas reçu de coup de fil d'Arnaud Montebourg. Non, il n'a pas reçu de coup de fil d'Arnaud Montebourg. En tout cas, ça ne nous a pas été dévoilé sur les réseaux sociaux. À force de voir la vidéo d'Arnaud Montebourg, ça me rappelle l'époque où, comme vous appeliez, c'était le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué, veuillez renouveler votre appel, vous savez. Donc, pour revenir là-dessus, je pense que, franchement, Sarkozy, qui a eu quand même Valérie Pécresse comme ministre, ne peut pas appeler à voter pour Emmanuel Macron. Ou alors, il met LR à feu et à sang. Mais... Attendez, on le fera en troisième partie, c'est de ma faute. Je vous ai mis ça sur la table. Sur Giscard, parce que c'est extrêmement intéressant. Allez, on saute de président. Lorsqu'Emmanuel... Bah oui, on n'a pas fait Pompidou, tiens, il va falloir y aller. Quand quand Macron est arrivé au pouvoir, je l'ai trouvé très giscardien. Il était le plus jeune président depuis Giscard, il a tout fait. Giscard était élu à un âge canonique, il avait 48 ans. Lui, il en avait 39 quand même. Il est arrivé, il a tout désacralisé, etc. Et là, je me demande s'il n'a pas un côté Giscard, mais au mauvais sens du terme pour lui, parce qu'on rappelons-nous, novembre 1980, Valéry Giscard d'Estaing est à 61% dans les sondages. Le candidat n'est pas François Mitterrand, mais Michel Rocard. Le candidat de la droite, il y a 15 jours, c'était pas Valérie Pécresse, c'était Xavier Bertrand qui était vendu par tout le monde comme étant le gagnant. Et Mitterrand arrive, alors... Je ne compare pas Valérie Pécresse à Mitterrand, mais celle qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus comme Mitterrand, où tout le monde disait, rappelons-nous quand même la phrase de Rocard d'une rare violence en mars 78, après la défaite aux législatives, où Rocard dit c'est la défaite d'un certain archaïsme politique. On se dit que peut-être, d'après certaines rumeurs que j'avais, tout le monde se voyait déjà gagnant du côté de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, en disant, bon, on fait sauter les bouchons de champagne le 24 avril prochain pour la réélection. Et je me demande si, après avoir été giscardien en début de quinquennat, il ne va pas finir comme Giscard en fin de mandat. William Tay. Je pense que la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est le poids politique de ses ministres. Quand vous prenez la campagne de 95, Jacques Chirac peut s'appuyer sur Alain Madelin, qui incarne l'aile libérale et qui peut s'adresser à l'électorat libéral, et à Philippe Séguin, qui incarne le gaullisme social et qui incarne la fracture sociale. La difficulté des ministres que vous avez présentés, c'est qu'en fait, non seulement ils ne sont pas connus, mais que leur identité politique ou leur absolument fondue dans le ça n'apporte pas de plus-value à Emmanuel Macron. Quand vous citiez Nicolas Sarkozy, il a un courant politique, on sait à peu près ce qu'il pense, Nicolas Sarkozy. Il met en avant Édouard Philippe, mais on sait à peu près où est-ce qu'il pense. Édouard Philippe, pareil pour Gérald Darmanin, pareil pour Bruno Le Maire, pareil pour Jean-Yves Le Drian. La difficulté qu'il a, c'est que les relais qu'il met en avant sur le terrain sont plus des gens qui font campagne pour s'assurer d'être réélu ministre ou d'être renommé ministre que davantage pour apporter à Emmanuel Macron une véritable plus-value. Et notamment sur cette pointe, il a une véritable difficulté. Parce que si lui envoie un message en disant « je suis président et donc du coup je ne suis pas candidat »,
Pourquoi est-ce que les ministres ne seraient pas au travail plutôt que d'être en campagne? Allez, petit sujet, il nous reste 3 minutes dans cette partie. Petit sujet, mais qui pourrait devenir gros dans cette campagne. Les mouvements de jeunesse, c'est toujours intéressant parce qu'ils mettent des sujets dans le débat public dont peuvent s'inspirer évidemment les candidats à l'élection présidentielle. En l'occurrence, c'est les JAM, les jeunes avec Macron, qui ont tweeté cette affiche. Je suis pas sûr que ça parle à Patrice Arditi. Jamily Business, c'est un dérivé d'une série assez connue sur Netflix, Family Business. Je vous le fais en gros, on pense dans cette famille que le cannabis sera légalisé. Finalement, c'est pas le cas, mais ils ont déjà lancé les projets, malheureusement pour eux. C'est assez drôle avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen. Bref, ça c'est pour le contexte, mais en tout cas, ils lancent l'idée de légaliser le cannabis, d'encadrer une légalisation du cannabis. Est-ce que selon vous, Patrice Arditi, Emmanuel Macron pourrait, par un effet waouh, comme on dit aujourd'hui, mettre ça dans le débat public de l'élection présidentielle? D'accord. En tant que vieux con, je ne sais pas très bien si je peux aborder la question. C'est ce que vous venez de me dire que je ne connaissais pas. J'ai 2 fils de 30 ans, alors déjà... Vous connaissez Family Business? Comme ça, vraiment. Comme ça, c'est pas ma tasse de thé. C'est très drôle, je vous le conseille. Maintenant, le cannabis, je veux dire, c'est une ressucée, si je peux dire. C'est quelque chose qui titille. On sait très bien qu'à plus ou moins longue échéance, cette histoire de cannabis ne va pas faire pchit, ça va comme dans d'autres pays, on va commencer par des médicaments au cannabis, et puis petit à petit, on va peut-être pas devenir ce qu'était la Hollande, et particulièrement un quartier de... Non, on parle de légalisation encadrée, là, par exemple. Mais c'est toujours encadré au début. Ouais. C'est toujours encadré. Non, mais moi, je pense que c'est pas anodin, parce que quand il y a un mouvement de jeunesse qui propose quelque chose aussi fort, aussi... disruptif, comme on dit aussi, Luc Gras. On peut se demander s'il n'y a pas une main derrière cachée de la part de l'Élysée pour essayer de fracturer la droite, par exemple. Outre disruptif, vous auriez pu dire stupéfiant. C'est pas mal non plus, je vous l'accorde. Oui, enfin, il y a quand même une réalité sociale dans ce pays. Et quand on va sur le terrain, on se rend bien compte que c'est pas un sujet qui arrive en premier dans les préoccupations des gens. Donc, ce qui est un peu inquiétant, c'est que vous voyez la sortie médiatique des 2 ministres, c'est à Bastille, qui est quand même pas le fin fond de la France. Il y avait 10 ministres partout en France. Hein. On est précis. Alors d'accord, c'est important. On a été au plus près. D'accord. Par ailleurs, le cannabis, comme le disait très bien Monsieur Arditi, ça revient, c'est un vieux, voilà, c'est un serpent de mer, mais c'est quand même d'une manière analytique, c'est quand même assez illustratif d'une approche qui est un peu bobo. Mais quand on voit qu'Emmanuel Macron a 3 concurrents de droite et que la gauche est dans les choux, c'est peut-être un marqueur de gauche aussi. Voilà, ça peut être un marqueur. Voilà. Mais l'élection se jouera probablement à droite parce que Éric Zemmour a mis les pieds dans le plat sur les questions d'identité. Et donc l'élection va se jouer là, et à partir de là, commencer à parler du cannabis, je suis pas sûr que ce soit la voie la plus rapide vers l'Élysée. Avec les jeunes. Oui, c'est aussi certainement... Soir Info Week-end, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Luc Gras, Monsieur Arditi. Arditi. Pas qu'on l'appelle monsieur. Mais c'est Monsieur Arditi quand même. Monsieur Tay, Monsieur David, Monsieur... Non ? Bon, allez, Patrice Arditi. Le rappel des titres avec vous, Kinson. Rebonsoir. Rebonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et à la une, la mise en examen de Yannick Agnel pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. L'ancien champion olympique a été placé sous contrôle judiciaire malgré la réquisition du placement en détention provisoire du parquet de Mulhouse. Pas de victimes, mais des dégâts très importants. L'état de catastrophe naturelle va être décrété ce jeudi dans le sud-ouest de la France. Les réparations ont commencé après les inondations, mais sous haute surveillance à cause des risques d'éboulement. La décrue pourrait prendre plusieurs jours. 4 départements sont en vigilance orange. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place. On l'écoute. Nous pouvons considérer que les choses vont redevenir peu à peu à la normale. Il y a eu 400 personnes qui, dans ce département, par exemple, ont été impactées, ont déménagé évidemment. Les alertes ont été faites dès hier et je remercie les communes et les pompiers et les gendarmes d'avoir fait le proactif, d'aller voir les personnes. Et nous allons convoquer jeudi prochain l'état de catastrophe naturelle avec la ministre de Transition écologique pour que dès vendredi, les assureurs puissent faire leur rôle d'assureur et pouvoir accompagner les communes, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes qui ont été touchées, comme je l'ai vu à Bayonne, comme je le vois ici, par ces inondations.
Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. Que s'est-il passé la nuit dernière aux États-Unis? Plusieurs tornades ont traversé le pays. Le Kentucky, l'Illinois ou encore l'Arkansas ont été touchés. Au moins 70 morts. Le bilan est provisoire. Ouverture des bureaux de vote en Nouvelle-Calédonie pour un troisième et dernier référendum pour ou contre l'indépendance qui clôt un processus de décolonisation inédit entamé il y a plus de 30 ans sur ce territoire français stratégique. Le scrutin de demain est suivi de très près par Paris. 2 meetings ce samedi, Valérie Pécresse à Paris, Yannick Jadot à Laon dans l'Aisne. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts veut être le président du climat. La candidate Les Républicains veut croire qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron en 2022 et revendique un programme radical pour la France car la situation l'exige, dit-elle. Et justement, Loïc Signor, la bataille 2022, c'est l'ouverture de votre débat. Merci Kine. On va même commencer par une question, un quiz. William T, c'est pour vous. Où se situe, dans quel département se situe Oradour-sur-Glane, la ville martyre? Dans la Haute-Vienne. Dans la Haute-Vienne, Patrice Arditi, vous êtes d'accord? Pareil. Vous êtes tous d'accord? Écoutez Valérie Pécresse. J'ai traversé le silence d'Oradour-sur-Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur, celle des maquis vainqueurs. Aïe, aïe, aïe. En Corrèze, sa Corrèze de cœur. Pas préparé, Valérie Pécresse, William T. La faute, la gaffe d'histoire géo, ça leur arrive à tous. On se souvient d'Emmanuel Macron, l'île de la Guyane, ou dans son livre Révolution, Villeurbanne dans la banlieue lilloise. Bon, ça arrive dans les campagnes présidentielles, mais ça la fout mal, comme on dit. Non, mais ça la fout mal, surtout que Valérie Pécresse, on lui reproche d'être versaillaise, bourgeoise, et d'être trop francilienne. Et le fait de ne pas connaître le territoire rentre parfaitement en ligne dans ce type d'accusation, donc ça l'aide pas beaucoup, mais je crois qu'elle en a fait plusieurs des différentes gaffes, j'en ai vu plusieurs, donc je sais pas si ça aura un effet dans l'opinion, mais ça va accentuer en termes de critique sur le fait qu'elle soit déconnectée, versaillaise et francilienne. En tout cas, bravo à vous, vous aviez trouvé Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne. À ne pas confondre avec Oradour-sur-Ver. Oui, encore pire. Qui était la... Qui n'était pas très loin. Non, c'est pas ça. C'était, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Ce carnage absolument épouvantable qu'on a revu dans le film Le Vieux Fusil avec Moiret. Oui. Bon, c'est Vert qui était visé. Et les Allemands se sont trompés. Bon, de toute façon, ça aurait été un carnage aussi. Hein. Épouvantable. Cela dit, la Corrèze, c'est pas trop loin, je veux dire. C'est pas très loin. Elle n'a pas dit que c'était dans le Haut-Rhin. Ça aurait été compliqué. Le Gras. Non, mais c'est quand même embêtant parce que. Ça arrive, c'est embêtant, mais ça arrive. Parce que dans sa filiation chiracienne, oui, elle aime dire qu'elle est corrézienne et ne pas savoir que c'est pas dans son département d'attache du cœur, c'est quand même embêtant. En tout cas, les macronistes s'en donnent à cœur joie, évidemment, sur les réseaux sociaux, en ciblant Valérie Pécresse. Sans utiliser les arguments que vous avez évidemment rappelés, mais c'est vrai qu'elle doit aussi se départir, Valérie Pécresse, de cette image versaillaise, francilienne, déconnectée des territoires, comme on peut dire maintenant. C'est important aussi d'avoir tous les éléments en sa possession quand on est candidate à l'élection présidentielle et ne pas se tromper sur ce genre de détails d'histoire-géographie. Ça, c'est une grosse gaffe. Je pense que celui ou celle qui a écrit cette partie du discours va se faire appeler Arthur. Ça, enfin, ou si c'est une femme, je ne sais pas comment. Mais par contre, ce qui est amusant, ce que vous dites, on dit elle est versaillaise, mais si on regarde les grands candidats à l'élection présidentielle, sont tous parisiens ou d'Île-de-France. Parce qu'Emmanuel Macron a vécu Amiens. Oui, Emmanuel Macron, mais Valérie Pécresse, c'est Versailles, Anne Hidalgo, c'est Paris, Éric Zemmour, c'est Paris. Tous les grands candidats sont Saint-Cloud. Marine Le Pen, c'est Saint-Cloud, etc. Tous les grands candidats sont parisiens. Je crois que ou franciliens. Je crois que ce n'est jamais arrivé à ce point. Ah oui, cette année, vous voulez dire, d'accord. Cette année, par rapport aux autres années. Bon, reste Jean Lassalle qui lui est vraiment du terroir. Oui, ou Anne Hidalgo qui n'est pas née en France, elle est née alors, elle est tellement marquée mairie de Paris que. Et malheureusement pour elle, elle est marquée parisienne évidemment par son mandat. On pourrait l'appeler Arthur, on pourrait l'appeler Albert aussi. Valérie Pécresse. Pourquoi Albert et les 4 mousquetaires, c'est en tout cas ce qu'elle a dit. Valérie Pécresse, vous allez l'entendre, avec cette union de la droite qu'on pensait difficile à mettre en place, mais finalement, elle a vu tous ses anciens concurrents à la primaire de la droite cette semaine, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier ou encore évidemment Éric Ciotti. Ils étaient tous là, au premier rang, pour l'applaudir aujourd'hui à son premier meeting de campagne dans la salle de la Mutualité à Paris. Écoutez-la. Mes chers amis, Éric Ciotti, et aussi Michel Barnier, Xavier Bertrand,
et Philippe Juvin. Ce sont les 4 mousquetaires de la primaire. Ils ont fait le choix cette semaine, et vous l'avez vu, du panache, de la loyauté et de l'amitié. Cette unité, elle est belle et elle m'engage. Alors je vous le dis, nous serons une pour tous et tous pour une. Bon, c'est très bien les mousquetaires, mais il manque quelqu'un dans cette équation pour Valérie Pécresse. On s'en est même pas étonné, d'ailleurs, après sa victoire. Mais on n'avait pas de nouvelles de Nicolas Sarkozy. C'est désormais chose faite. On en a un peu parlé dans la première partie de l'émission. On va l'entendre. Il était l'invité d'RTL à la mi-journée, l'ancien président de la République. Et il ne donne toujours pas son soutien franc et massif à Valérie Pécresse. Et ça sera l'objet de notre débat. Écoutez Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas à me mettre dans la bagarre politique. C'est clair, simple et net. Ça veut dire que vous ne prendrez pas position ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Naturellement que je prendrai position. Le moment venu, parce que c'est un choix important. Mais je n'ai pas à être dans la campagne. Je n'avais pas à prendre position entre des gens qui étaient candidats dans ma propre famille politique et qui ont tous été mes amis, et la plupart mes ministres, et qui sont encore des amis. Et j'ai parlé avec Valérie, et j'ai eu grand plaisir à parler avec elle. Elle m'a téléphoné d'ailleurs une fois son élection acquise, et j'y ai été sensible. Mais après, toute la journée, on va me remettre dans la vie politique. Je n'ai pas à être mis dans la vie politique. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, me demande mon avis ou veut me parler, c'est mon devoir de le faire. Vous comprenez ? C'est mon devoir de le faire. Le moment où je prendrai position, il viendra. Mais il faut faire en sorte que ça soit utile et que ça soit à un certain niveau. William Tay, peut-on gagner à droite sans Nicolas Sarkozy ? Ça paraît compliqué quand on est candidat des Républicains. C'est-à-dire si Nicolas Sarkozy n'appelle pas à voter Valérie Pécresse, ce sera compliqué pour elle de se qualifier dans le second tour, dans la mesure où en fait l'écart de voix entre Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen, éventuellement Valérie Pécresse sera très faible. On est dans une situation qui est comme en 2002 où ça se jouera 1, 2, 3 points, en sachant que Nicolas Sarkozy a une influence sur, on estime, entre 500 000 et 1 million d'électeurs, donc entre 1 et 2% des électorats, donc il aura son importance. Quand il dit ça, en gros, ce qu'il veut dire à peu près, c'est qu'il attend qu'Emmanuel Macron soit candidat pour éventuellement prendre position, parce que et il se prononcera dans la dernière ligne droite en fonction du résultat. C'est déjà extraordinaire comme situation. Non, en fait, je pense que désormais, c'était pas le cas entre 2012-2017 parce qu'il voulait revenir dans le jeu politique et donc il voulait se présenter à nous pour avoir sa revanche sur François Hollande parce qu'il n'avait pas supporté que François Hollande le batte pour différentes raisons. Là, cette fois-ci, il s'est véritablement retiré du jeu politique et je pense qu'il veut que sa parole soit importante et donc du coup ça dépendra du score de LR. Si Valérie Pécresse est en position de l'emporter, il appellera à voter Valérie Pécresse. Il a participé au vote des Républicains. Ah, vous en êtes sûr ? J'en suis quasiment. Si Valérie Pécresse est pas loin de se qualifier au second tour ou en état de gagner l'élection présidentielle, il appellera à voter Valérie Pécresse. Par contre, si Valérie Pécresse décroche dans les sondages, parce qu'il est tout à fait possible qu'elle soit victime, comme Benoît Hamon, d'une chute dans les sondages, et à ce moment-là, et Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président de la République, devra faire un choix entre Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen, parce qu'il veut, et c'est ce qu'il vient de dire, que son voix et sa prise de position aient de l'importance. Son soutien qu'on pensait naturel pourrait empêcher Valérie Pécresse de décrocher. Moi, j'ai du mal à comprendre la position de Nicolas Sarkozy. Le gras, il y a une candidate, les Républicains, son ancienne ministre, qui l'a appelé. Ils ont entretenu parfois des relations pas forcément des meilleures, mais aujourd'hui, ça va mieux entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. Pourquoi ce soutien n'est pas naturel ? Vous savez, d'un point de vue de l'analyse, tout homme politique demeure un homme politique. Et il veut pas être dans la campagne, mais il veut demeurer dans la lumière. Et donc, à partir de cela, il a un pistolet à un coup. Le meilleur moment pour lui de donner sa préférence, c'est quand ? Et c'est tout à fait Nicolas Sarkozy, on peut tout dire de Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, c'est un grand politique. Et donc, il sait le poids de son engagement, donc il attend, de la même manière que le président de la République sortant va attendre pour sortir au bon moment. L'ancien président de la République a une voix qui porte, il la sortira quand ça lui semblera opportun pour lui et puis éventuellement pour la personne qu'il soutiendra. Mais c'est d'abord en fonction de lui qu'il résonne. Philippe David, est-ce que, comme on l'a un peu abordé il y a quelques minutes, cela peut aussi augurer d'un soutien à Emmanuel Macron de la part de Nicolas Sarkozy ? Ça, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, je n'arrive pas à y croire. Il ne peut pas ne pas soutenir Valérie Pécresse, qui a été sa ministre lorsqu'il a été président. Et lorsqu'il était président, c'est pas si vieux que ça, c'est 2007-2012. Je n'imagine même pas, alors si,
il soutiendra peut-être Emmanuel Macron, mais au second tour, s'il est face à Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Là, c'est un autre cas de figure. Là, il y a son camp qui a trouvé une candidate. Qui a été plébiscitée, qui a fait l'union autour d'elle. C'est lui l'ancien président de la République de cette famille politique. C'est un baron, un ténor de cette famille politique. Qui compte, William Tell disait. Pourquoi c'est pas naturel? Pourquoi ça vient pas tout de suite? Là, c'est vrai. Peut-être y a-t-il du calcul politique en se disant je vais l'annoncer au moment où ce sera le plus opportun pour Valérie Pécresse, mais quel est le meilleur moment alors qu'elle a pour lui Février-mars. Là, ça peut être un peu tard. Hein. Moi, je pense que ce sera à ce moment-là quand Emmanuel Macron sera... En fait, à partir du moment... En fait, quand vous regardez la situation politique, si par cas Valérie Pécresse monte actuellement dans les sondages, il n'est pas dit qu'elle puisse décrocher. Et si Valérie Pécresse s'enlise entre 8 et 10%, comme ce qui était ses sondages il y a 2-3 semaines, Nicolas Sarkozy aura soutenu quelqu'un qui n'a aucune chance de gagner. Et donc, il ne pourra pas monnayer éventuellement le soutien de LR à Emmanuel Macron dès le premier tour. Et ensuite, après, deuxième point, la difficulté pour Nicolas Sarkozy, c'est que ça a été le créateur du parti Les Républicains. Et donc, du coup, parrainer sa dauphine, c'est signifier sa propre mort politique aussi. Oui, mais excusez-moi, il n'y a pas de candidat de remplacement pour Valérie Pécresse qui a gagné la primaire, désolé. Non, mais c'est pas pour lui, c'est... Non, mais même votre argument, on peut s'entendre d'un point de vue de stratégie politique, William Tell. Mais Nicolas Sarkozy ne va pas attendre la courbe des sondages de Valérie Pécresse pour apporter son soutien. Ou alors c'est affreusement cynique. Non, mais non. Nicolas Sarkozy, il est au-dessus de Christian Jacob. C'est évident. Christian Jacob, en tant que patron du parti, immédiatement, même si Valérie Pécresse, je ne lui souhaite pas évidemment, retombe sur les chiffres de Benoît Hamon, c'est-à-dire à 6%, Christian Jacob sera toujours derrière Pécresse. Se fera engueuler par les autres de toute façon, mais d'avoir favorisé l'union, mais il sera toujours derrière. Nicolas Sarkozy, c'est au-dessus. Si je peux me permettre, et je ne dirais pas qui est qui, il ménage plutôt la chèvre et le chou. Il ménage aussi Emmanuel Macron, parce qu'il le dit d'ailleurs. Il n'était pas obligé dans cette interview de faire référence au conseil qu'il prodigue au président de la République. Il aurait pu dire, voilà, la droite a sa candidate, Emmanuel Macron, est désormais un adversaire que je conseille quand il me le demande. C'est mon rôle. L'ancien président conserve une hauteur. Bon, il y a François Hollande, effectivement, qui n'avait pas soutenu qui a une hauteur présidentielle, bien entendu, mais qui est moins crédible. Qui est moins crédible. Sarkozy, il s'est, quoi qu'on puisse penser de lui, il s'est, j'ai l'impression, bonifié. Depuis qu'il l'a perdu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs. C'est un bénéfice qui s'applique à tous les anciens présidents de la République. Et puis finalement, il y a une suite derrière. Il est jeune, Nicolas Sarkozy. Faut pas l'oublier. Donc vous pensez tous que c'est aussi un calcul personnel. Mais de toute façon, il y a un calcul. De toute façon, il y a un calcul. Il ne peut pas se permettre de favoriser sa candidate de cœur. Bien entendu, il y a un truc qui me gêne. Il a cité des gens qui étaient ses anciens ministres, dont Valérie Pécresse. C'est pas sympathique. Il a quand même dit, et elle m'a téléphoné juste après sa désignation, et j'en suis sensible. Mais regardez, il n'est pas chaleureux en disant ça. Il n'est pas chaleureux, c'est curieux. Il veut rester faiseur de roi. Oui, il veut rester Et d'ailleurs, chez Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi d'anciens ministres de Nicolas Sarkozy. Vous avez Bruno Le Maire, il y a son ancien directeur de campagne pour la primaire de la droite, Gérald Darmanin. Et donc, finalement, ça peut s'entendre aussi que, vous savez que Nicolas Sarkozy dise à Emmanuel Macron, je te soutiens, mais tu mets un de mes amis Premier ministre, par exemple. Ça fait que tout le panel politique continue à aller rue de Miromesnil. Bien sûr. Donc on parlait des influenceurs. En politique, le premier influenceur de France, c'est aujourd'hui Nicolas Sarkozy. En fait, c'était le bon point de comparaison. Il se retrouve à peu près dans la même situation que François Hollande lorsqu'il devait choisir entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Et finalement, il a choisi plus tard, il a dit qu'après, au bon moment, un peu comme Nicolas Sarkozy en ce moment, que très tard, quasiment avant le premier tour ou juste après le premier tour. Sauf que le soutien de François Hollande en 2017 était moins attendu que celui de Nicolas Sarkozy en 2022. La difficulté, c'est qu'à droite, il y a une règle, c'est que pour devenir le chef de la droite, il faut tuer le père. C'est-à-dire que quand Chirac devient le patron de la, quand Pompidou devient patron de la droite, c'est qu'il a tué De Gaulle après le référendum de 69. Quand Chirac devient le patron de la droite, c'est qu'il a tué Giscard en 81. Quand Nicolas Sarkozy devient le patron de la droite, c'est qu'il a tué Jacques Chirac en 2007. Et là maintenant, on a une situation inédite où Valérie Pécresse devient patronne de la droite sans avoir tué Nicolas Sarkozy. Et donc elle doit bénéficier d'un candidate de la droite, pas forcément patronne. Elle n'est pas encore patronne de la droite parce qu'elle n'a pas tué le père, donc elle n'a pas tué Nicolas Sarkozy. Elle a une situation délicate dans la mesure où elle est candidate de la droite, mais elle n'a pas, à la différence de François Fillon en 2016, abattu le roi. Et donc du coup, il est dans une position qui est particulière dans la mesure où
une partie de ses anciens ministres, et il a de l'influence auprès d'Emmanuel Macron. Si Parquet était face à un président type socialiste, François Hollande, auquel il n'avait aucun lien, il choisirait automatiquement Valérie Pécresse. Mais à partir du moment où il peut avoir de l'influence dans les deux, il choisira au bon moment pour espérer conserver son influence sur l'avenir du pays, sur le futur président ou la future présidente. Et donc Valérie Pécresse est candidate de la droite, Nicolas Sarkozy est toujours là. Est-ce que le patron de la droite, c'est pas Emmanuel Macron? Non mais je ne sais pas si William T a lu Totem et Tabou de Freud, mais ce qu'il a dit c'est extrêmement intéressant parce que dans Totem et Tabou, c'est le festin totémique où le fils tue le père, mais là pour la première fois dans l'histoire de la droite française, c'est la fille qui est là et qui n'a tué personne. Donc ça a quand même un point de vue psychanalytique assez intéressant. Souvent en politique. Alors, oui, c'est très psychanalytique. On a appelé Emmanuel Macron Brutus, je vous rappelle. Oui, c'est quand même malheureux que la stratégie l'emporte sur le fond, et on pourrait attendre aussi d'un ancien président de la République qu'au nom des valeurs qu'il défend et de la vision qu'il a de la France pour demain, il ose prendre une position dès maintenant, plutôt que d'être dans une très belle opportunité politique de se dire attendons de voir comment ça évolue et je choisirai vraisemblablement le vainqueur. Le résumé de tout ça, de tout ce que vous avez dit, c'est que Nicolas Sarkozy n'y croit pas totalement. Non, il attend. On dit qu'il attend, regardez les sondages, donc il n'y croit pas. Qui est certain, Valérie Pécresse va gagner la présidence. Valérie Pécresse. Non, mais à ce moment-là, on fait un pronostic. Il va se prononcer quand Emmanuel Macron sera candidat entre février et mars. Et il choisira Valérie Pécresse. Si les sondages restent tels quels, il choisira Valérie Pécresse entre février et mars. Donc il n'y croit pas totalement encore. En fait, tant qu'Emmanuel Macron n'est pas candidat, il ne se prononcera pas. Patrice Arditi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis pour rejoindre ce qu'a dit Luc, de toute façon, et qui parlait de valeurs, il y a quand même quelque chose d'énorme. C'est que il partage, Nicolas Sarkozy, les valeurs de Valérie Pécresse, certes, mais également les valeurs d'Emmanuel Macron. Et c'est un cas de figure qui n'existait pas avant. Non, alors, je pense que sur Macron, il partage les valeurs de Valérie Pécresse, mais en termes humains, ils s'entendent mieux avec Macron qu'avec Pécresse. Vraisemblablement. Ils se ressemblent plus en termes de personnalité. En réalité, j'ai regardé les dernières élections présidentielles depuis le début. Sur les 10 dernières élections présidentielles, une seule fois, il y a eu l'accident que tout le monde connaît avec Fillon, mais autrement, la droite est toujours présente au deuxième tour des élections présidentielles. Toujours présente, 9 fois sur 10. Donc logiquement, qu'est-ce qui se passe? Valérie Pécresse, elle est héritière de ce long fleuve tranquille de l'électorat de droite qui doit l'amener au deuxième tour. Sauf que avec l'arrivée d'Éric Zemmour, qui est venu un petit peu chambouler tout ça, plus Marine Le Pen qui occupe un peu l'espace depuis un certain temps, c'est vrai que c'est pas aussi simple. Qui sera le représentant de la droite ou de la droite dure au deuxième tour? On ne sait pas. Mais quand vous écoutez la gauche, la droite était présente en 2017, elle s'appelait Emmanuel Macron. Donc c'est ça aussi la difficulté d'analyse. C'est que pour la gauche, Emmanuel Macron est de droite. Pour la droite, Emmanuel Macron est de gauche. C'est toute la difficulté du... Oui. Non, mais ce qui perdrait éventuellement Valérie Pécresse, ce serait que les électeurs ont quitté le fleuve le long fleuve tranquille de la droite au cours des dernières années. Manifestement, avec les sondages qui viennent de sortir, il est revenu dans ce fleuve. Et ce qui perdrait Pécresse, c'est que justement la lisibilité de son message soit telle que, à nouveau, les gens sortent de cette logique. La logique est Pécresse au deuxième tour aujourd'hui en France. Mais le travail des différents autres acteurs du champ politique, comme Éric Zemmour, qui a manifestement une parole qui porte, peut venir contrebalancer cette évolution naturelle. Donc tout l'enjeu est là. Si Pécresse ressemble trop à Macron de telle manière que Nicolas Sarkozy ne sait plus trop lequel choisir, elle est en danger. Donc il va falloir que Valérie Pécresse ait une ligne claire à droite pour bien se différencier de Macron, parce qu'on le voit bien, Nicolas Sarkozy, finalement, comme d'autres Français, pourrait être amené à douter. Mais justement, comme le disait Patrice, en 2017, Macron n'était pas considéré comme de droite, il était considéré comme de gauche, parce qu'il était ministre de Hollande. Et rappelez-vous, relisez les réseaux sociaux, tous les soutiens de Fillon l'attaquaient en disant « c'est Hollande bis, c'est lui qui se présente parce que Hollande ne se représente pas ». Après 4 ans et demi de pouvoir, on peut peut-être, si on est de gauche, affirmer que Emmanuel Macron est de droite. Mais en 2017, tout le monde disait, avec le fiasco de Benoît Hamon, qui était passé quand même de 18 à 6, que c'était lui le candidat de la gauche et le successeur de Hollande, puisqu'il avait été un de ses plus éminents ministres. Donc, alors aujourd'hui, après 4 ans et demi de pouvoir, avec le en même temps, les réformes qu'il a faites, la suppression de l'ISF, etc. Il y avait quand même des indices quand Emmanuel Macron, ministre de l'économie, pas encore candidat, disait « l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste » à côté d'un certain Philippe de Villiers dont on reparlera au Puy du Fou.
Il donnait quand même des gages au centre droit, à cette droite qui pensait avoir Juppé et pas Fillon. Et donc il a quand même brouillé les cartes. Mais en 2002, même Lionel Jospin avait dit mon programme n'est pas socialiste. Ouais, alors vous savez. Il n'a pas été élu. Lui. Emmanuel Macron, lorsqu'il arrive ministre de l'économie, on le voit plutôt comme une sorte d'héritier de Michel Rocard et de Dominique Strauss-Kahn. C'était plutôt l'incarnation. La troisième voie. Oui, la troisième voie, la deuxième gauche rocardienne. Et en fait, la difficulté, pour revenir sur le sujet de Nicolas Sarkozy, c'est que si on prend son secteur d'influence, donc son électorat, il y a une partie qui vote Emmanuel Macron, une grande partie qui vote Valérie Pécresse et une autre partie qui vote Éric Zemmour. Et donc du coup, quand on prend son interview à RTL, il dit du bien de Valérie Pécresse, il dit du bien d'Emmanuel Macron et il défend un peu Éric Zemmour. Parce qu'en fait, tous ses électeurs sont là-bas et son magot électoral est un peu là-bas. Et ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est qu'il doit surveiller son magot électoral pour avoir l'embarras dans lequel se trouve la droite aujourd'hui, qui a très peu d'espace finalement dans ces 4 nuances de droite, d'Éric Zemmour à Emmanuel Macron, en passant par Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Pas tellement quand on regarde les derniers sondages, notamment la succession de vagues. Comme il y a plusieurs instituts, on peut se dire qu'il y a une certaine tendance qui se dessine. On voit que Valérie Pécresse, à la différence de ce qui s'est passé aux Républicains en 2019 avec la liste de François-Xavier Bellamy, c'est qu'elle récupère 2 à 3 points chez Macron, 4 points chez des électeurs de Fillon qui étaient tentés par Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc vraisemblablement, comme le dit Luc Gras, c'est qu'on a une tendance qui fait que Valérie Pécresse se qualifie au second tour parce qu'elle bénéficie du vote utile et c'est la seule capable de battre Macron. Allez, Éric Zemmour, on en reparle justement dans quelques minutes pour la dernière partie de l'émission Soir Info Week-end. Éric Zemmour qui s'est envolé en direction de l'Arménie aux côtés d'un ralliement de poids. Enfin, il l'attendait. Philippe de Villiers reste avec nous, on en parle dans quelques minutes. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Soir Info Week-end, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la dernière partie de l'émission consacrée à ce premier déplacement à l'étranger pour la campagne d'Éric Zemmour, enfin candidat à l'élection présidentielle. On a vu tout à l'heure, on a entendu notre correspondant, notre envoyé spécial du service politique Gauthier Lebret nous dire qu'on ne connaissait absolument pas le programme, tenu encore secret, alors qu'Éric Zemmour se trouve déjà en Arménie. Quelques petites manifestations, une vingtaine de personnes à l'arrivée d'Éric Zemmour à Yerevan, mais surtout l'information peut-être principale de la journée avant que ce déplacement ne débute réellement, c'est cette prise de guerre, ce rallye Philippe de Villiers aux côtés, enfin là aussi, d'Éric Paris. On va entendre Éric Zemmour à propos de ce soutien qu'il espérait ardemment, celui de Philippe de Villiers. Écoutez. C'est d'abord le soutien d'un de mes meilleurs amis, donc depuis 20 ans, 30 ans. Vous savez, on se connaît depuis toute une vie, quoi. Donc on a côtoyé les mêmes, on a combattu les mêmes adversaires, on a perdu, on a gagné, on a 30 ans de combat en commun, vous savez, c'est une vieille amitié avec Philippe. Philippe de Villiers, c'est une bonne prise de guerre, William Tay, vous le direz, enfin on a vu Jean-Frédéric Poisson, on a vu Christine Boutin, mais là Philippe de Villiers a peut-être plus d'aura encore que les précédents soutiens d'Éric Zemmour. Oui, c'est une bonne prise. Je vais juste revenir sur la question du déplacement en Arménie qui regroupe plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'il se déplace en Arménie ? Premier point, parce que l'Arménie est menacée par la Turquie et comme les autres différents pays de l'Union européenne, comme Crète et la Grèce, et donc du coup, c'est en lien avec son projet de protection de la civilisation française et européenne. Deuxième point, l'Arménie, ça a été rappelé dans le reportage de Gauthier Lebret, c'est qu'il y a une grande communauté arménienne en France, donc qui peut avoir son poids, surtout quand on prend en compte le fait que l'élection sera vraisemblablement serrée pour la qualification au second tour, donc 600 000 voix peut le faire une différence. Troisième point, c'est l'importance marquée aux chrétiens. Et donc, du coup, c'est en lien avec le ralliement de Philippe de Villiers, parce que Éric Zemmour, désormais, il a la phase la plus conservatrice de LR. Donc, il a récupéré Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, qui avait soutenu François Fillon en 2016. Qui avait participé à la primaire, d'ailleurs. Qui a participé à la primaire. Et donc, du coup, il est en train de solidifier ce bloc de l'aile droite de LR, auquel il est en train d'ancrer sa mainmise sur ce type d'électorat. Et deuxième point qui est important, c'est que Philippe de Villiers, au-delà d'être un conservateur, incarne le courant souverainiste aussi, parce qu'il s'était opposé au non en 92 sur le traité de Maastricht. C'était un des grands leaders sur le traité imposant une constitution pour l'Europe en 2005. Et donc du coup, il complète, au-delà du volet conservateur, par un volet souverainiste qui sera très important, notamment pour décrocher et éliminer Nicolas Dupont-Aignan de la course, pour espérer gagner 2 à 3 points, ce qui serait très important quand on sait que l'élection sera très serrée. Alors après, Philippe de Villiers, c'est bien, c'est pas Nicolas Sarkozy non plus, le gras. Donc la question, c'est après Philippe de Villiers, est-ce qu'il y a encore des troupes pour Éric Zemmour ? Est-ce qu'il y a encore des ralliements possibles de poids pour Éric Zemmour ? Est-ce que Philippe de Villiers, finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt ?
Alors déjà, Philippe de Villiers, si on regarde la période électorale des 25 dernières années, il ne pèse pas non plus énormément. Non, mais Par contre, ce qui est important, c'est qu'en politique, il faut d'abord solidifier sa base, comme le disait William tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'élargit pas sa base, mais en ayant Philippe de Villiers avec lui, il fait plaisir aux militants, à ceux qui étaient au meeting de Villepinte, etc. Il leur dit, regardez, quand même, on n'est pas tout seul, il y a Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, ça a été longtemps 4-3% dans l'électorat quand il se présentait à des élections, sauf aux européennes, où il avait été chercher un score de environ 12%, en finissant d'ailleurs devant les anciens des Républicains. Donc vraiment, il compte, mais il n'élargit pas la base. Alors après, est-ce que la politique... Il crédibilise peut-être un petit peu... Il renforce sa base. Alors, est-ce que après ça fait une politique d'avoir des ralliements, etc. Si on regarde les meetings, on regarde le meeting d'Éric Zemmour et la réunion de Valérie Pécresse, on voit bien, on n'est pas du tout dans le même registre. La force de Valérie Pécresse, au-delà de ce qu'elle peut dégager comme message, ce sont les troupes. En France, partout, dans toute la France, il y a des élus LR. Et là, il y a quand même vous regardez les 2 premiers rangs là, du meeting de Pécresse, il y a quand même du monde qui compte. Ils sont surtout au niveau de Philippe de Villiers. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, pour lui, de crédibiliser sa candidature en rameutant de plus en plus. Il y a surtout Éric Ciotti aux côtés de Valérie Pécresse, et c'est pour ça que je vous posais cette question. Est-ce que ce sera le dernier ralliement, Philippe de Villiers, pour Éric Zemmour? Parce qu'il espère, on le sait, rallier à lui Éric Ciotti, mais est-ce qu'Éric Ciotti va basculer? Rien n'est moins sûr, on l'a vu aujourd'hui vraiment enthousiaste, en tout cas officiellement, sur la candidature de Valérie Pécresse. Ça, je pense pas. Par contre, le ralliement de Philippe de Villiers, William disait que c'était 2-3%, 2% Sarkozy. De Villiers, c'est 2-3% aussi. Et surtout, on est quand même dans une période de marquage à la culotte. Je me passerai cette expression footballistique. Qu'a dit Valérie Pécresse dans son meeting site? Je vois la France en grand. Je veux que nous soyons souverains dans le monde, ni vassaux des États-Unis, ni otages de la Turquie, ni comptoir de la Chine, ni second rôle en Europe. Et elle a d'ailleurs balayé l'idée d'un fédéralisme européen au profit, je cite, d'une Europe des nations. Alors si ça, c'est pas marqué le déplacement, marqué à la culotte, le déplacement, parce que elle parle de la Turquie, aller en Arménie, évidemment, on pense à la Turquie, vu ce qui se passe en Artsakh, au Karabakh, et ce qui s'est passé, évidemment, parce que le premier génocide du XXe siècle, c'est quand même les Arméniens par les Turcs. Et Valérie Pécresse qui parle d'Europe des nations. D'Europe des nations, alors qu'elle a défendu le oui au traité constitutionnel européen. Je ne sais pas quelle était sa position pour Maastricht, mais comme c'était un bébé Chirac, il y a fort à parier qu'elle ait fait voter oui à Maastricht. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Républicains au moment des élections européennes, avec la candidature de François-Xavier Bellamy. Absolument. Et le premier à avoir parlé d'Europe des nations, c'était Jean-Marie Le Pen. Eh oui. Absolument. Oui, donc, c'est à droite tout. De toute façon, c'est sa stratégie, on la connaît maintenant. Mais ça veut dire que là, ça va se marquer à la culotte à droite, et y compris avec le retour des idées souverainistes, et je crois que c'est, d'un point de vue politique, extrêmement intéressant. Patrice Arditi, ce soutien, donc, n'est pas si anodin que cela puisse paraître. Finalement, Philippe de Villiers, il y a le calcul mathématique de 3%, mais c'est aussi un marqueur. C'est un marqueur, certes, mais il ne faut quand même pas oublier, parce qu'on le relègue. Zemmour a été confronté à un certain nombre de polémiques. Villepinte, incontestablement, a été une réussite. Mais enfin, les gens parleront toujours de son doigt d'honneur dans 3 ans et pas de Villepinte. La prise de guerre que vous évoquiez de Villiers, c'est vrai, c'est important. Zemmour, il en a besoin. Maintenant, vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Mais ils sont où les autres arbres? Parce que c'est vrai que De Villiers, il a un poids, mais il n'est pas gigantesque. C'est une petite prise de guerre. Je veux pas être méprisant du tout, mais c'est pas franchement le noble de la politique dans toute sa splendeur. Il a été un petit peu mis de côté, il réapparaît, ça lui sert d'ailleurs terriblement aussi, bien entendu. Ou alors ça le dessert, parce qu'on a supposé aussi qu'il n'a pas rallié Éric Zemmour pour protéger aussi le Puy du Fou. Bon, de toute façon, le Puy du Fou, ça a quand même été le premier, je crois que c'est toujours le premier parc d'attraction mondial. C'est quelque chose d'énorme. d'énorme. Et l'image subversive d'Éric Zemmour aurait pu desservir l'entreprise de Philippe de Villiers. Même si Sandrine Rousseau,
je serais mort, à mon avis. Devenez présidente de la République. Devenez présidente de la Monsieur République. Arditi, le Puy du Fou resterait. Sandrine Rousseau va participer à la primaire populaire, va supplanter Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon et sera élu président de votre vivant. Mais non. Bah, je crois qu'on est bien resté un certain temps quand même. Hein. Mais quant à Éric Ciotti, il peut pas se permettre. Voilà. Non, il peut pas. C'est impossible. Et puis il y a une différence, c'est qu'avant, Éric Zemmour avait une force d'attraction sur une partie des électeurs LR, parce que les électeurs LR et les cadres LR notamment ne croyaient pas à la victoire. Désormais, lorsqu'on regarde un sondage, il n'y a aucun cadre LR, même Guillaume Pelletier, qui s'est fait recadrer par Valérie Pécresse et Éric Ciotti en début de semaine, n'ira en fait sur Éric Zemmour. Donc en fait, la seule chance d'Éric Zemmour, je pense que c'est là où il a opéré une erreur stratégique, c'est que plutôt que se concentrer sur LR, qui va espérer pendant 3-4 mois avoir un gain de victoire avec Valérie Pécresse, il y a la question du Rassemblement national. Est-ce que les Gilbert Collard, Robert Ménard, etc. Ils sont peut-être là, les soutiens, les ralliements. Voire même Marion Maréchal. Est-ce qu'ils viendront soutenir Éric Zemmour en coulant Marine Le Pen, qui, elle, a de très faibles chances de victoire au second tour contre Emmanuel Macron? Lorsqu'on regarde les sondages, et ce que font la plupart des cadres politiques, ils vont regarder, ils vont dire, mais si je trahis Valérie Pécresse, je ne serai pas ministre de l'Intérieur ou je perds une chance de victoire. C'est ça. J'aurais pas d'investiture au prochain. Il y a les législatives, bien évidemment. Donc il y a peu de chances qu'il lâche Valérie Pécresse dans les 2-3 prochains mois. Donc ce que vous nous dites, c'est que la candidature d'Éric Zemmour, elle s'arrête un peu là, en fait. Non, en fait, là où il doit concentrer plutôt ses efforts, c'est sur la question de Marine Le Pen. On sait que Marine Le Pen est en difficulté en termes d'image depuis son débat raté au second tour de 2017. On sait désormais dans les sondages aussi qu'elle a très peu de chances de victoire si elle affrontait Emmanuel Macron au second tour. Est-ce que des personnes comme Marion Maréchal, Gilbert Collard, Robert Ménard vont lâcher Marine Le Pen, non seulement pour un point, pour soutenir Éric Zemmour, pour qu'il soit au second tour contre Emmanuel Macron, et entamer une recomposition de la vie politique pour préparer, c'est leur plan, une union des droites en vue des élections législatives. Néanmoins, elle a tenu bon, Marine Le Pen, on l'annonçait au moment de la vraie fausse candidature d'Éric Zemmour, quasiment finie, qu'elle allait arrêter parce qu'Éric Zemmour allait la dépasser dans les sondages, que tout le monde allait rejoindre Éric Zemmour. Finalement, elle a plutôt bien tenu, mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'elle ne pas donné gagnante au second tour face à Emmanuel Macron notamment. Et il y a un dernier point sur la question des ralliements, c'est qu'en fait, un ralliement a un impact sur l'opinion publique lorsqu'il est inattendu. C'était le cas de François Bayrou, qui devait traditionnellement soutenir François Fillon et qui a lâché François Fillon pour soutenir Emmanuel Macron. Donc en fait, un ralliement pour Éric Zemmour aura du poids si c'est un élu LR qui lâche Valérie Pécresse ou un élu RN qui lâche Marine Le Pen, ce qui pourrait lui permettre d'entamer une poussée et une certaine dynamique sur ce type d'électorat précis. Si par cas un élu RN lâchait Marine Le Pen, il y aurait peut-être un décrochage de Marine Le Pen sur Éric Zemmour et pareil sur LR, sur Éric Zemmour si c'était un élu LR. Lugras. Alors, deux observations. Tout d'abord, l'intuition de M. Ménard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le maire de Béziers, qui a dit qu'il n'y a pas de place dans cette campagne électorale pour deux candidats de la droite extrême, on va l'appeler comme ça. Zemmour, Le Pen, il y en a un de trop. Donc, pour gagner cette élection présidentielle, si tant est que la droite extrême ait une chance, il ne peut pas y avoir les deux parce qu'ils ne seront pas au deuxième tour. Première observation. Deuxième observation, c'est presque, ce qui est en train de se passer, c'est presque un échec prémonitoire de la stratégie d'Emmanuel Macron de dépasser tout. En réalité, premier étage de la fusée, la droite réapparaît avec Valérie Pécresse. Si Valérie Pécresse est au deuxième tour et qu'elle bat le président de la République, ce sera peut-être la chance de la gauche de revenir sur... C'est les clivages qui reviennent les uns après les autres. Toute l'ambition d'Emmanuel Macron était de faire exploser, de dynamiter le vieux système. Et là, on voit réémerger la droite qui est très, très implantée électoralement dans les territoires. Ça, c'est très important dans une campagne présidentielle, parce qu'à chaque fois que vous faites un meeting, il y a les militants qui viennent et qui collent, etc. Et c'est autre chose que de voir 3 ministres par-ci et par-là. C'est vraiment une machine de guerre. Mais en même temps, ça signe un échec d'Emmanuel Macron qui voulait envisager la politique autrement. Emmanuel Macron a annoncé on arrête les prises de guerre, on arrête le conflit, on avance plus vers le dialogue. En réalité, aujourd'hui, on est en train de revenir à la bonne pratique d'autrefois, qui est la confrontation. Et la droite est en train de réapparaître. Et la droite réapparaissant aidera la gauche à réapparaître. Avec un clivage, oui, parce que là, pour l'instant, le clivage, il est plutôt entre 4 formes de droite, 4 nuances de droite. Pour l'instant, le clivage n'est pas forcément revenu entre la droite et la gauche, qui est donné absolument... Le vœu pieux d'Emmanuel Macron de dépasser tout ça en espèce d'aggiornamento de consensus, il est en train de sauter en éclats sous nos yeux. La droite est de retour. Et si la droite gagne les présidentielles, la gauche, c'est physique, reviendra à son tour. Philippe David, vous n'êtes pas forcément d'accord ? Je suis pas, vu l'état de la gauche, je suis pas forcément d'accord. Alors, je suis assez d'accord que la droite est de retour. Et d'ailleurs, si on regarde bien le discours de Valérie Pécresse aujourd'hui à la Mutualité,
elle a un comportement en campagne très mitterrandien. Je m'explique. Ah non, mais vous allez comprendre. C'est pour ça que vous dites que la droite est de retour. Bah oui, parce que Mitterrand était quand même un très fin politique. Il arrivait à être élu et réélu mieux qu'il avait été élu. Mitterrand disait, pour gagner une élection, il faut rassembler les socialistes, ensuite rassembler la gauche et ensuite rassembler les Français. Qu'est-ce qu'elle a fait? En gagnant la primaire, elle a rassemblé les Républicains. Dans son discours d'aujourd'hui à la Mutualité et même son discours d'investiture après sa victoire de samedi dernier, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le plus grand bien du régalien avec Ciotti, son challenger. Elle dit... Tout en disant qu'elle ne reprendrait pas ces propositions qui étaient dans le programme d'Éric Ciotti dans la primaire. Mais après, Ciotti dit que ça a été une erreur et on revient un peu en arrière, etc. On a failli passer au casus belli, là, quand même. Oui, mais c'est comme le tango. Vous savez, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, un pas sur le côté. Ça peut être... tactiquement, ça peut être très bon. Oui. Hein, de ce qu'a fait Ciotti. Le tango Non, tout de suite de dire, il faut rester à droite. Finalement, c'est bien parce que ça montre Ciotti comme un gars de droite. Il est toujours avec Pécresse. Donc, ensuite, elle dit du bien de la droite sociale avec Bertrand. Elle dit il faut soutenir la droite plutôt sociale avec nos systèmes de santé avec Juvin. Bref, elle dit du bien de tous ses concurrents. Aujourd'hui, elle les appelle ses mousquetaires. Elle a un positionnement clairement à droite, notamment quand elle parle sécurité, etc. Elle a un positionnement souverainiste quand elle parle d'Europe des nations, etc. Donc là, elle est en train de rassembler toutes les droites autour d'elle. Elle fait exactement ce que faisait Mitterrand. La preuve peut-être, Patrice Arditi, c'était un thème consacré à Éric Zemmour et on ne parle que de Valérie Pécresse. La preuve peut-être quand même que dans la dynamique, il y a Valérie Pécresse qui s'impose un peu plus qu'Éric Zemmour. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose. On a dit que Valérie Pécresse était une bourgeoise versaillaise. Elle essaye de... C'est Macron en jupon, dit Éric Zemmour hier. Peut-être. Enfin, bon, de toute façon, elle se montrera efficace d'une certaine manière. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Et ça, à droite, ils le savent tous. C'est une besogneuse, Valérie Pécresse. Ça fait des années qu'elle pense à ça. Sans le dire, parce qu'il ne faut pas se faire... Sans se raser. C'est pas en se rasant. Bien entendu. Mais elle travaille terriblement. Et là, alors, elle a cet atout d'être une besogneuse et elle a quand même un petit défaut, c'est pas un tribun. Alors là, le féminin de tribun, c'est tribunesse, c'est ça. Ah bon, vous me l'apprenez. Alors, c'est pas une bonne oratrice. Ouais, ça, c'est clair pour tout le monde. Mais je crois que c'est tribunesse. Yel n'est pas une bonne tribune. Bon, mais Mélenchon est un tribun extraordinaire. Je regardais Jadot, on aime ou on n'aime pas. Il se débrouille très bien. Zemmour, on ne va même pas en parler. Vous êtes quelqu'un d'optimiste sur Jadot, quand même. D'optimiste? Non, je suis très... Je pense que cet homme irait beaucoup plus loin s'il n'avait pas eu, évidemment, la personne que j'ai citée tout à l'heure, son bras gauche, hein, oui. Bon, et qui a un nom de poète quand même. Bon, et je pense qu'il aurait été loin, parce que, franchement, ce qui préoccupe les Français, c'est l'environnement. Terriblement. Il y a évidemment la crise sanitaire, bien entendu, mais il y a l'environnement. Il est très féru de la question et il est très crédible. Il est très crédible. Il y a la sécurité. Campagne régionale de Valérie Pécresse. Bien sûr. Avec cette mise en avant des véditos. Je vais faire de la pub pour la région Île-de-France, mais en tout cas, c'était l'un des engagements de campagne de Valérie Pécresse. Alors, c'était dans ses compétences. Donc, finalement, est-ce que Valérie Pécresse va aussi se démarquer sur l'environnement? Pourquoi pas? C'est évident, comme Jadot parlera forcément de sécurité. Et il commence déjà à parler de pouvoir d'achat, qui est un petit peu mis de côté, là, je pense, par tous les candidats, et c'est un petit peu dommage. William, peut-être pour finir. Moi, sur Valérie Pécresse, je rejoins parfaitement Philippe David. En fait, on pensait, et c'était la critique principale, qu'elle était vue comme une Macron compatible. Lorsqu'on regarde les sondages d'intention de vote, c'est qu'elle prend quand même 4 points chez Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est sensible quand même comme positionnement. Et quand on regarde son positionnement, en fait, elle reprend le positionnement qui est de François Fillon, très libéral sur les questions économiques, très fort sur les questions régaliennes, et enfin sur la souveraineté, elle reprend le positionnement de François Fillon, qui était l'héritier de Philippe Séguin. Messieurs, c'était un plaisir. Merci d'avoir participé à Soir Info Week-end en ce samedi soir.